Bonjour Jean Hedgens, approchez-vous, venez là quelques instants, vous allez prendre ce micro. Jean Hedgens, je suis très heureux et honoré que vous soyez là. Vous êtes économiste, urbaniste, spécialisé dans les stratégies des villes. N'oubliez pas également que vous pouvez toujours interréagir. Vos messages me parviennent grâce à cette tablette 06 40 24 21 57. Le numéro n'a pas changé depuis hier. Jean Hedgens, on va donc parler d'initiatives citoyennes, mais est-ce que ce n'est pas une mode, un gadget? Il y a un effet effectivement générationnel, mais je crois que ça correspond à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que moi j'observe les stratégies des villes depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. On se rend compte qu'elles ont à la fois beaucoup plus de défis à relever, beaucoup plus de solutions à leur disposition et beaucoup plus d'acteurs à mettre en ligne pour gérer ces solutions. Alors, plus de défis, hier on leur demandait uniquement de gérer le social, aujourd'hui on leur demande de réinventer les modèles économiques, de mettre en œuvre les transitions énergétiques et écologiques, qui ont des déclinaisons locales différentes selon les lieux. Et puis, les solutions, on a aujourd'hui une dizaine de modèles économiques, on a loin d'avoir fait le tour, on voit que ça foisonne un peu partout, on aura une présentation tout à l'heure. Si on prend les systèmes de mobilité, parce que les initiatives citoyennes, c'est aussi des façons de se déplacer dans la ville, on voit aussi qu'on a bientôt une vingtaine de modes de mobilité, plus ou moins électriques, partagés, etc., qui vont se partager l'espace public. Et quand aux acteurs, ces 4 générations, des sociétés multiculturelles, les citoyens qui ont envie de s'impliquer dans la gestion des villes ou dans la fabrique urbaine, et tout ça, ça complique considérablement le jeu. Alors en fait, si on voulait résumer, on pourrait dire que les États utilisent un peu les collectivités locales comme des PME politiques, et que ces PME politiques que sont nos villes, elles utilisent les initiatives citoyennes comme des start-up, des lieux de foisonnement, et le défi qu'elles ont à gérer, c'est de tirer de ces initiatives des politiques un peu plus construites. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. On en parlera. Vous parliez de partage d'espace, etc. Parce que ces initiatives, oui, elles peuvent prendre de l'espace, et l'espace, c'est parfois rare. Oui, elles posent plusieurs problèmes aux collectivités locales. La première, effectivement, c'est le partage de l'espace. Toutes ces initiatives, elles se déroulent dans des lieux. Elles peuvent aussi impliquer des tressements de surface. Par exemple, si on veut encourager le vélo ou des systèmes à Bruxelles, les enfants vont à l'école en patinette, ça suppose des revêtements sur de sol. Elle demande parfois de l'argent, en tout cas un soutien public qui peut être de différentes formes, soit de l'accueil, de l'hébergement, soit du conseil, soit du partenariat. Et enfin, elle demande parfois aussi de l'ingénierie, d'être mise en œuvre, d'être rassemblée dans des lieux, d'avoir du conseil, parce que souvent ces initiatives sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles mélangent une idée, une envie d'un porteur de projet, mais aussi elles mettent en œuvre des techniques qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et là, il y a tout un travail d'hybridation que certaines villes, comme Bordeaux, par exemple, ont réussi à activer avec des lieux comme la Cité Darwin, qui a créé 400 emplois dans les initiatives citoyennes. Donc tout ça, ça suppose un métier, qui est la combinaison de ces initiatives, la valorisation de ces initiatives. Alors, vous donnez l'exemple de la Cité Darwin à Bordeaux, 400 initiatives différentes. Ces initiatives, elles sont donc foisonnantes, mais est-ce qu'elles ne rentrent pas l'une contre l'autre? Est-ce qu'elles sont constructives? Est-ce qu'on arrive à les faire fonctionner ensemble? Pour il y a un défi là aussi. Oui, il y a un défi. Alors au début, tout était beau, tout était gentil, le bottom-up c'était merveilleux, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a du déchet d'abord, il y a des initiatives qui ne survivent pas, et le rôle des acteurs locaux, des collectivités locales, c'est de faire en œuvre qu'elles se foisonnent, qu'elles se fécondent mutuellement, qu'elles s'apprennent mutuellement et qu'elles produisent un système qui est relativement durable. Ce qui est le cas à Cité Darwin, mais il y a eu aujourd'hui, mais pour atteindre 400 emplois, il y a eu des hauts et des bas, il y a un métier qui s'est appris justement de mettre en œuvre ces initiatives, aider les porteurs de projets. Et d'aider les porteurs de projets. Vous restez avec nous, Jean Hedgens, pendant toute cette première partie de matinée. Vous êtes notre grand témoin, fil rouge, je ne sais pas comment vous appelez. On va maintenant parler d'économie de proximité. D'autres participants vont venir nous rejoindre. Mais pour lancer nos débats, je vous propose de regarder ce petit film sur 3 initiatives parmi beaucoup d'autres. L'une dans le Bordelais, l'autre à Dijon, mais d'abord en Seine-Saint-Denis.
Novaedia, c'est la structuration d'une filière agroalimentaire urbaine basée sur des secteurs d'activité stratégiques et en plein développement sur notre territoire. La première activité stratégique est la production et la commercialisation de produits agricoles biologiques urbains. Vous avez derrière moi une ferme agroforestière. Parallèlement à cela, nous avons des cultures plein champ, sur but et sous serre. Des animaux avec une basse-cour, un rucher. L'ensemble nous permettent de commercialiser des fruits, des légumes, du miel, des jus de fruits, des œufs pour des paniers bio aux particuliers, un service de fruits au bureau pour les entreprises et de la matière première pour les restaurateurs et les traiteurs du territoire. Nous avons choisi de créer une société coopérative avec des salariés associés de cette coopérative. Nous avons fait le choix d'être hors des dispositifs d'insertion, avec pour idée et conviction de ne pas créer des bénéficiaires, mais des acteurs du monde économique. Nos jeunes sont des forces vives qui collectivement permettent de créer de la richesse sur le territoire et permettent de pérenniser leurs propres emplois. Voilà un petit peu la philosophie de Novaedia. Je suis Guy Dehesse, directeur d'ARQC, l'association qui porte la ressourcerie. Alors l'idée est partie en lien avec la ressourcerie, donc de mettre en place un service d'enlèvement d'encombrants qui à la fois peut aller vers du réemploi, donc ce que fait la ressourcerie, ou du recyclage via tous les éco-organismes. Et donc pour cela, nous avons créé une structure, nous, ressourcerie et d'autres associations, une structure qui s'appelle RCUB, Réseau de réemploi des deux rives, qui a pour vocation donc de faire le tri des encombrants qui sont récoltés sur les quartiers. Pas seulement celui de ce nom ici, mais d'autres quartiers de la métropole bordelaise. On expédie les encombrants, sont triés, expédiés dans les filières, ce qui ne peut pas être réemployé. Et le reste part en ce qu'on appelle en DAE, déchets d'activité économique. Après, bon, on a aussi une activité nous, propre à la ressourcerie. Nous allons collecter cette fois-ci du mobilier. Ce n'est plus des encombrants, c'est du mobilier qu'on collecte, qu'on va réutiliser, qu'on va réemployer. Donc on le collecte, on voit si on peut donc, le remettre en état et le revendre à un coût donc, qui correspond voilà, aux normes du quartier, un coût relativement réduit. Dans les bureaux de Zutic Production. Zutic Production donc, est une association créée il y a 20 ans et qui a fait le pari il y a maintenant 10 ans de s'implanter ici même dans cet immeuble de logements sociaux. Donc, bonjour. Profiter des espaces vacants pour accueillir d'autres entreprises au sein de l'immeuble. Donc au début on a coopté des entreprises, donc une première arrivée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et donc suite à ça en 2010 on a décidé de créer l'association La Coursive Boutarique, donc, dont l'objet était de porter ce projet de pôle de coopération d'entreprises culturelles. Voilà. Et aujourd'hui donc le pôle réunit 23 entreprises, donc, ce qui représente à peu près 70 salariés, donc 23 entreprises de l'agglomération dijonnaise. Voilà pour ces initiatives, hein, je le disais parmi d'autres. Je vais vous présenter les participants qui sont venus me rejoindre à cette tribune aux côtés de Jean Hedgens. D'abord Siamak Agababey, vous êtes vice-président en charge de l'habitat à l'Eurométropole de Strasbourg, ici même. À côté de vous, Éric Pinatel, directeur général d'Erilia à Marseille, du groupe Habitat en Région, un groupe qui gère 140 000 logements. Et puis Saïd Amouche, vous êtes le fondateur et le président de Mosaïque RH, qui fait beaucoup pour l'intégration des jeunes des cités. Siamak Agababey, il faut qu'on parle, on a vu ces initiatives, mais il faut que vous nous parliez de ce que vous faites, vous, ici, à Strasbourg, parce que vous faites plein de choses pour l'intégration des habitants des quartiers. Alors, vous faites notamment travailler des habitants à l'entretien des espaces extérieurs des quartiers. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez innovant. Si on part du principe qu'on a l'espace public qui est de la propriété publique, on a l'espace privé qui est de la propriété privée,
Et on peut aussi avoir quelque chose qui est de l'ordre des communs, un espace commun qui appartient à tout le monde et en même temps n'appartient particulièrement à personne. Et dire que au lieu d'avoir des pouvoirs publics ou des bailleurs qui entretiennent des espaces extérieurs, qui les entretiennent tant bien que mal, et ça coûte souvent cher, et rarement satisfait complètement les habitants, on peut aussi permettre aux habitants de faire quelque chose de cet espace-là, de construire par eux-mêmes une partie de la ville. Et donc l'expérience qui a été tentée dans le quartier de Haute-Pierre, quartier d'habitat social, c'est d'avoir une grande place qui était vide, qui était souvent dégradée. Et cette place a été donnée à une association, au Rhizome, qui est intervenue ensuite en allant voir tous les riverains de cette place pour savoir quel type de jardin et de potager ils souhaitaient, de quelle taille, ce qu'ils voulaient cultiver. Et à partir de l'enquête qui a été faite, un grand potager a été créé aujourd'hui avec une trentaine de jardins, un espace en commun, un four à pain. Et cet espace qui était souvent dégradé, aujourd'hui est un espace vert, entretenu par les habitants. Et je trouve que ce modèle-là, économiquement y compris, a sa place aujourd'hui dans notre réflexion de la participation citoyenne, parce que ça permet de dégager et les pouvoirs publics et les bailleurs d'un certain nombre de frais et d'impliquer les habitants dans l'entretien de l'espace qu'ils souhaiteraient. Alors, on parle de participation citoyenne, mais ça marche, les gens sont vraiment volontaires? Alors, dans certains quartiers, les gens sont volontaires. Et parfois, dans les quartiers d'habitat social, les gens sont volontaires, mais il faut aussi faire le travail d'explication, il faut aussi accompagner, il faut être là. Mais si l'accompagnement est là, et si les gens sentent qu'on demande vraiment leur avis et qu'on souhaite vraiment leur donner la possibilité de faire, à ce moment-là, les gens s'impliquent. Mais ça marche, quoi. Enfin, en tout cas, sur vous notre expérience, n'avez pas l'impression de faire de l'haltérophilie à chaque fois en allant faire du porte-à-porte, en disant aux gens de venir s'investir, et ils vont s'investir une fois et puis ils ne reviennent plus? Mais c'est bien plus enthousiasmant que de mettre des euros sur une ligne en disant le ratio par mètre carré, c'est tant d'euros. Je sous-traite ça à une entreprise, je sous-traite ça à une régie, on va faire du nettoyage, on va faire de l'élagage, et puis voilà. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant dans la création de la ville. Et on a besoin aujourd'hui dans les villes des espaces où la construction de la ville peut se faire par les habitants, où on peut expérimenter, où c'est des lieux de respiration aussi de la ville à partir du moment où ce sont les habitants qui font. Et vous avez besoin des bailleurs sociaux? On a besoin des bailleurs sociaux parce que beaucoup d'espaces... vous me rassurez, parce que là, sinon, la table ronde, elle... Parce que beaucoup d'espaces publics aujourd'hui, dans nos quartiers, c'est des espaces publics qui sont à cheval entre la propriété des collectivités et ce qui est de la propriété des bailleurs. Et je pense que dans ces interfaces-là, il y a quelque chose d'intéressant à créer. En tout cas, le modèle qu'on a expérimenté, c'est un modèle que moi, je souhaiterais sur notre territoire essayer de généraliser à d'autres quartiers. Alors, vous nous dites, j'ai besoin des bailleurs sociaux. Éric Pinatel, prenez le micro. Vous, bailleur social, vous avez l'impression que c'est votre rôle de faire de l'intégration, du développement économique? A priori, votre boulot, c'est de loger les gens. Oui, normalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut justement pouvoir poursuivre notre travail et dans des conditions acceptables, dans un certain nombre d'endroits, nous n'avons pas le choix. Et quelque part, on participe à un projet civique et citoyen nécessaire, mais le bailleur social, lorsqu'il se retrouve dans des sites sensibles où finalement il est pratiquement seul avec quelques acteurs, il se doit, s'il veut continuer à pouvoir travailler et s'il veut améliorer la vie des habitants, de regarder au-delà de ses propres, de son cœur de métier et de s'engager dans... alors non pas le développement économique, mais en tout cas mettre en place les rouages qui permettent que le développement économique vienne dans les cités et dans les résidences. Vous dites on n'a pas le choix, ça respire pas un enthousiasme délirant quand même, pardon. Parce que quelque part, c'est des gouttes d'eau les unes après les autres. Finalement, quand on va dans certains quartiers, alors, donc nous sommes surtout présents sur Marseille et sur les quartiers nord, on se rend compte à la fois que pour les habitants et souvent pour les collégiens et les enfants, l'idée de l'entreprise, ça n'existe pas vraiment. C'est un concept. Et que pour les entreprises qui peuvent intervenir sur place, ils ont beaucoup de mal à recruter dans les sites sur lesquels finalement ils sont plutôt à proximité. Pour avoir rencontré un certain nombre d'entreprises, ils parlent de leurs voisins et pas nécessairement de potentiels collaborateurs.
D'ailleurs, moi j'avais été surpris de voir que donc on a adhéré, nous avons adhéré au réseau d'entreprises présents dans les quartiers nord. Et j'avais été surpris de voir que les entreprises organisaient des navettes pour faire venir des salariés d'autres quartiers pour travailler à proximité de nos résidences. Et donc on a travaillé avec eux pour justement d'abord leur expliquer nos projets à la fois urbains et économiques et de nécessité de dynamisation. Et puis ensuite voir comment il était possible d'ouvrir le réseau de leur entreprise aux habitants. C'est votre façon finalement de participer au développement économique ? C'est notre façon, oui, de participer au développement économique, c'est de permettre le lien entre les habitants et le monde économique. Nous travaillons aussi beaucoup avec les collèges, parce que les collégiens, c'est souvent aussi c'est le moment où la bonne direction ou la mauvaise direction risque d'être prise. Et nous avons souvent beaucoup de soucis derrière avec les jeunes collégiens. Et donc, nous faisons en sorte, parce que nous avons travaillé sur Marseille avec aussi la préfecture, où nous avons constaté que 80% des collégiens des cités nord ne trouvent pas de stage de 3e. Et parce qu'ils n'ont pas de réseau, ne connaissent pas d'entreprise. Donc ils se font tamponner leur stage par le coiffeur ou autre et ensuite restent chez eux. Donc là encore, l'idée c'était de les mettre en relation avec l'entreprise, de leur montrer les métiers, il y en a beaucoup d'ailleurs dans le logement social qui peuvent les intéresser, et commencer donc cette prise de conscience et cette notion d'existence. Voilà. Pardon de vous dire ça comme ça, Éric Pinatel, je sens, comment dire, comme une pointe un petit peu de lassitude dans vos propos. Vous parliez à l'instant de goutte à goutte, alors ça tranche avec le discours extrêmement volontariste de Sadia Kadriababey. C'est dur quand même de mobiliser les citoyens sur ces dossiers-là. Ça prend du temps, c'est une adaptation... C'est-à-dire que quand on travaille sur un sujet précis, quand on travaille sur un incubateur d'entreprise, lorsqu'on travaille sur une création d'entreprise et de travailler avec les habitants, quand on est sur un sujet précis, ça peut aller assez vite. Quand on essaye de mettre en place quelque chose de plus large qui va servir l'ensemble, là ça prend beaucoup de temps et ça nécessite beaucoup d'adaptation. Moi, je dirais que c'est vrai que les collectivités et les bailleurs ne sont pas forcément aujourd'hui outillés pour faire la participation citoyenne, de la co-conception de la ville. Par contre, les associations peuvent. Un autre exemple que je ne vous ai pas cité tout à l'heure, une placette avec du mobilier urbain souvent dégradé. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Là, l'association est allée voir les habitants, les a amenés avec des palettes de récupération. Ils ont fabriqué du mobilier urbain qui aujourd'hui, 3 ans après, n'est plus dégradé, que les familles utilisent. Quand on fait les choses avec les gens, mais il faut faire cette démarche-là. Mais je pense que dans les collectivités, que ce soit la mienne ou d'autres, ou chez les bailleurs, aujourd'hui, on n'est pas forcément outillés. Mais on peut travailler avec des associations qui ont ce savoir-faire-là. Et lorsqu'on fait avec les gens, eh ben, ça peut durer plus. Et c'est plus intéressant. Et en tout cas, c'est une nouvelle manière de faire la ville, parce qu'on sait que la concertation ou la démocratie participative telle que les institutions que nous sommes cela représente ne correspond pas forcément à ce que les citoyens peuvent attendre. Saïd Amouche, vous êtes bien silencieux depuis le début. Vous allez me dire que c'est parce que je ne vous ai pas donné la parole, ce qui n'est pas faux. Comment vous voyez les choses, vous ? Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se concentrer quand même sur ce qui marche et ce qui peut avoir de la valeur. Je précise mon propos sur la question en fait, du chômage et de l'emploi dans ces quartiers populaires. Depuis des années, en fait, on se rend compte qu'on a un taux de chômage qui est explosif, 2,5 fois supérieur sur le chômage des jeunes quand on s'adresse aux quartiers populaires, et on se rend compte que ce sont des millions d'euros chaque année qui sont investis dans l'éducation de nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de permettre à des jeunes diplômés, issus de l'immigration ou non, d'accéder à des diplômes, d'accéder à des qualifications. Et on se contente de constater en fait que ce sont des individus qui vont subir le chômage de longue durée pour certains, et on laisse passer en fait le train. Et moi je trouve que c'est une hérésie de ne pas se réunir, se rassembler, se concentrer sur la capacité que nous pouvons tous avoir à valoriser les compétences
de ces talents. Parce que dans les quartiers, il y a des talents discriminés aujourd'hui, qui sont à la fois victimes en fait, de chômage, mais aussi de discrimination à l'emploi. Donc nous, on a pris le parti pris de créer le premier cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion en fait, de ces talents, dans la promotion de la diversité. Parce qu'on s'est rendu compte que même en période de crise, c'est plus d'1,8 million postes qui sont ouverts, selon le projets de recrutement qui ont été déclarés au niveau du Pôle emploi avec l'étude, la fameuse étude besoin en main-d'œuvre. Donc il y a des opportunités économiques, on a des talents qui sont formés et on sait que demain, ils vont être victimes du chômage. Donc nous, on considère qu'il faut anticiper le problème en allant chercher les postes à pourvoir sur chacun des bassins d'emploi et en mettant en fait ce travail, en faisant ce travail de médiation, de facilitateur, en faisant la promotion des compétences de ces individus. Donc c'est un pari qu'on a monté il y a 10 ans. On s'est rendu compte que ça pouvait intéresser notamment les entreprises qui étaient engagées sur les questions de diversité. C'est plus de 5000 candidats de niveau Bac+2 à Bac+5 qui ont signé un contrat. C'est un modèle économique nouveau qui a été réinventé parce que malgré notre statut associatif, eh bien, on fait participer en fait, les entreprises qui appellent des cabinets de recrutement, des agences intérim qui ont l'habitude de passer par des médiateurs. Et nous, on trouvait intéressant de leur proposer un autre modèle alternatif pour pouvoir détecter d'autres talents qui viennent d'ailleurs, mais au service de l'intérêt général. Et ce service-là, quand on a fait notre étude d'impact au bout de 5 ans, on s'est rendu compte que chaque candidat placé par le dispositif Mosaïque RH, c'était plus de 10 800 € de gains économisés pour la collectivité. Bon, alors on a bien compris que Mosaïque RH, c'est formidable, là, bravo. Vous bossez avec les bailleurs sociaux ? Non, pas encore, mais c'est l'opportunité aujourd'hui. Donc on a fait connaissance tout à l'heure, mais c'est l'opportunité, effectivement. L'enjeu aujourd'hui, vous avez raison, l'enjeu c'est de rentrer dans une logique de généralisation. On a une bonne pratique qui marche. On a des jeunes diplômés partout en France qui sont aujourd'hui opérationnels. Il ne faut pas l'oublier. Quand on s'adresse aux clauses d'insertion, on pense surtout aux plus éloignés, ceux qui sont victimes de problématiques cumulées et qui sont véritablement exclus. On ne parle pas de ceux qui sont prêts à l'emploi ou proches de l'emploi. Je pense que sur cette population, il faut accélérer les dispositifs. Et pour ça, en fait, on a besoin de 2 leviers. Plus d'entreprises partenaires qui jouent le jeu et se pluguer certainement avec le réseau des bailleurs sociaux pour monter des partenariats. Parce qu'il y a un point qui est hyper important. On a un des motifs de discrimination les plus fulgurants, c'est l'accès à l'information. En passant par un réseau qu'on pourrait construire avec les bailleurs sociaux demain, dans le cadre de partenariats stratégiques, on pourrait imaginer avoir cette capacité d'irrigation, d'accès à l'information et donner envie à des candidats de postuler. Éric Pinatel, ça vous donne envie de vous rapprocher de Saïd Amouche, d'avoir ce rôle? Parce que vous êtes voilà, un chef d'entreprise aussi, vous avez la possibilité de faire travailler les gens des quartiers. Oui, ça nous donne envie, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, et comme le disait monsieur, le sujet associatif est important, le sujet des gens compétents en la matière est important, et pour nous, finalement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est détecter les talents à l'intérieur de nos bâtiments et des habitants. Ils sont là, et je suis d'accord, il y a beaucoup, on a pu, en travaillant quand même avec d'autres associations, voir que nous avions beaucoup de Bac+5 qui étaient locataires de la Castellane ou autres endroits assez emblématiques, et que finalement, comme la barrière qui se fait soit par l'adresse, parce qu'il y a l'adresse aussi où on habite qui peut être aussi une barrière par rapport à l'emploi, ou par rapport au réseau, parce que je ne connais personne, donc je ne peux pas trouver celui qui va m'aider à... si nous avons effectivement avec nous des gens qui savent ouvrir ces réseaux, qui savent trouver, qui savent détecter et faire venir les habitants capables, prêts à l'emploi, je pense que là on fera un grand pas vers les entreprises qui elles-mêmes ont parfois du mal à aller détecter à proximité ceux qui pourraient venir travailler chez eux. Jean Hedgens, pour nous recentrer sur le dossier de la dynamisation finalement de ces quartiers, est-ce que l'économie informelle peut être une solution pour ces territoires? Oui, enfin, il y a certains... il faudrait d'ailleurs peut-être définir l'économie informelle.
Avant de, On ne parle pas du trafic de drogue ou de... Je crois que plus généralement, ce que montrent bien les exemples qui viennent d'être cités, c'est que ce foisonnement d'initiatives appelle de l'ingénierie. Alors vous avez parlé de détection, mais les autres exemples, on a également parlé de biens communs, c'est-à-dire de quelque chose qui est intermédiaire entre le privé et le public. On a parlé d'autoconstruction de mobilier urbain. Donc tout ça, ça peut poser des problèmes juridiques. Par exemple, si le banc s'écroule et que... Donc il y a vraiment besoin aujourd'hui d'outils, on a parlé d'outillage aussi, pour imaginer, organiser ce foisonnement d'initiatives. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors, parmi les pistes, effectivement, des exemples extrêmes qui ont été développés par certains offices HLM aux Pays-Bas ou au Canada, il y a l'accueil d'économies complètement informelles, c'est-à-dire qu'on met à disposition des locaux où les gens ont le droit de faire du troc d'une économie qui est hors taxe. Alors, je ne sais pas si en France on ira jusque-là, mais c'est pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Bien sûr, ce n'est pas le trafic de drogue, mais ça peut être le trafic de plein d'autres choses, et ça permet de créer de la valeur. Donc, c'est des choix qui ont été faits dans d'autres pays, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les frontières classiques entre l'économie marchande et l'économie sociale et solidaire sont complètement pulvérisées. L'utilisation de monnaie alternative, des choses comme ça. Siamak Agababey, c'est des choses, c'est des projets auxquels vous pensez? On a vu l'exemple dans le film qui a été diffusé de ressourcerie. C'est pas exactement ça, mais en tout cas l'idée s'en rapproche, d'avoir des lieux où les gens peuvent échanger. Ou par exemple, nous dans les quartiers, quelque chose qui s'est créé, qui est une centrale d'achat. Parlez bien dans le micro. Centrale d'achat citoyenne. Donc c'est des gens qui sont regroupés pour avoir des prix plus bas. Ils ont implanté ça dans les quartiers. Et puis, mais je pense que l'idée de pouvoir faire des choses, permettre aux gens de faire des choses, c'est quelque chose qui est important. Et en France, malheureusement, alors on parle de beaucoup de normes dans la construction de logements, mais il y a aussi parfois, mais il y a aussi parfois l'impossibilité de faire des choses simples. Moi, je cite l'exemple, par exemple, d'habitat participatif, auquel nous travaillons beaucoup dans l'Eurométropole de Strasbourg. L'habitat participatif en locatif social, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, il faut déroger à la règle pour pouvoir le faire. Et on a besoin, dans ce pays, par moment, de pouvoir expérimenter, de pouvoir faire. Et ça, c'est compliqué. L'habitat participatif, c'est finalement la co-conception de futurs logements sociaux. C'est les habitants qui participent dès la conception. Et là, il y a un projet qui s'appelle le projet Lieu commun, porté un bailleur local qui est une coop HLM Habitat de Lille sur Strasbourg, qui va être livré en janvier 2018. Et donc, ça fait 4 ans qu'un groupe d'habitants s'est constitué en association, qui a été accompagné par le bailleur, avec l'architecte. Ils ont co-conçu les logements et les parties communes. Et donc, l'année prochaine, ils vont habiter à l'intérieur de ce logement-là. Mais c'est en dehors des règles, en dehors des clous. Et pourtant, c'est un mode d'habitat intéressant. Nous avons un projet d'habitat participatif en accession sociale, effectivement avec un groupe d'habitants qui travaille avec l'architecte et avec nous sur la conception de leur logement. Non mais parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même, du coup, on voit bien l'intérêt de ce type d'initiative. Mais pour vous, qui êtes au bout de la chaîne, là, c'est quand même complexifier beaucoup les choses. Déjà avec un architecte, c'est pas forcément évident, mais alors en plus, quand il y a des groupes dans les quartiers qui donnent leur avis... Ah, c'est pas simple, mais c'est intéressant, c'est d'abord très pédagogique. Ça met aussi les habitants face à leurs propres à la fois besoins et en même temps contraintes par rapport à ce qu'ils pourraient souhaiter. Donc on a effectivement derrière, certainement, puisqu'on n'a pas encore abouti, mais en tout cas, une préservation du cadre de vie qui sera certainement améliorée. Saïd Amouche, je voulais rajouter un mot. Alors, moi, je voulais apporter une information complémentaire. En France, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Ashoka. D'ailleurs, c'est un réseau international qui a pour vocation, en fait, d'abord d'identifier des entrepreneurs sociaux qui ont pour vocation, en fait, de partir d'un problème de société et d'apporter une solution très pragmatique en utilisant les moyens qu'on peut retrouver dans les structures privées, les PME traditionnelles. Donc c'est lutter contre les différents problèmes de société tout en trouvant les bons modèles économiques. Et donc je vous invite tous à regarder un peu ce fameux réseau qui comporte 70 entrepreneurs sociaux en France et qui ont un certain nombre d'initiatives qui ont été labellisées et qui sont capables aujourd'hui d'aller chercher de l'impact social d'une manière très puissante en France et de transformer en fait le système. Ce sont des acteurs du changement.
Bon, il y a plein de... Vous réagissez, c'est super, hein, vous êtes parfait. Plein de choses. Une question qui me paraît intéressante. Il faut juste que je la retrouve. L'investissement bénévole, c'est super, me dit 17 personnes, mais il faut soutenir ces élans pour qu'on ne baisse pas les bras. Tout ça, ça coûte un peu d'argent. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fonde tout sur le bénévolat? Est-ce qu'on subventionne à mort des associations? Comment est-ce que ça se passe, quoi? Alors, moi, je voudrais apporter un témoignage sur la manière dont on a travaillé sur ce sujet-là. Quand on a lancé, en fait, Mosaïque RH, au démarrage, c'était évidemment des bénévoles. Et très rapidement, on s'est rendu compte que lorsqu'on apportait, en fait, des candidats qui étaient sélectionnés, identifiés, évalués aux entreprises, on avait un service de valeur. Et donc, on s'est dit, à terme, si on veut durer, il faut absolument, en fait, trouver son propre modèle économique, plutôt que d'aller voir un élu. Plutôt que d'être dans une posture où on attend en fait la subvention, on va essayer de proposer en fait une offre de service à ces entreprises. Elles ont besoin de recruter, donc peut-être que ça peut être nos clients. Et donc en étant dans un statut associatif, on a pu vendre en fait de la prestation en fait du conseiller en recrutement. C'est aujourd'hui 30% de croissance chaque année sur notre modèle. Ça nous a permis en fait de passer de statut bénévole à 40 salariés en CDI en moins de 10 ans. Avec la possibilité également en fait, de faire travailler un certain nombre de travailleurs indépendants sur l'aspect en fait, qui consiste à préparer les candidats en amont pour ceux évidemment qui en ont besoin. Donc on a à la fois une cellule de recrutement qui vend de la prestation de recrutement et puis une cellule, une activité pure qui s'appelle le Mosaïque Campus et qui a pour vocation de préparer et coacher les candidats. Donc on a un modèle marchand et non marchand qui a créé une dynamique. Et donc du coup il est intéressant d'analyser qu'on peut, si on veut en fait aller dans un projet à fort impact, on est dans l'obligation de trouver des nouveaux modèles économiques pour pouvoir salarier les gens, les professionnaliser, en faire des travailleurs hyper compétitifs pour pouvoir répondre aux besoins. Siamaka Kababey, le modèle économique de ces initiatives, c'est quoi? Ça se fonde sur le bénévolat, sur la subvention à 98%, ou est-ce qu'on peut imaginer des systèmes qui deviennent autosuffisants? Non, alors par exemple, pas forcément sur les initiatives citoyennes, mais sur l'insertion. Nous avions un relais chantier qui était une association qui employait des personnes les plus éloignées dans des chantiers de réhabilitation, dans des chantiers de construction chez les bailleurs sociaux. Et après 4 années, 5 années d'expérience et d'existence, ça va se transformer en société coopérative, un peu comme le modèle qui a été montré tout à l'heure. Et donc, on sera sur un modèle économique qui sera plus pérenne dans l'économie sociale et solidaire, et on est en dehors du champ de subvention. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut l'impulsion par moment, il faut parfois le petit plus, le cadre, l'argent qui fait décoller la chose, quoi. Et pour ça, il faut aussi établir une relation de confiance. Ce qui s'est passé quand même aux dernières élections, c'est une rupture quand même de confiance entre les élites, entre guillemets, la classe politique, entre guillemets, et les citoyens. Il faut qu'on puisse démontrer que nous sommes capables de donner leur place aux citoyens dans la construction de la ville, dans la construction des logements et dans la construction de leur quartier. Et ça, il faut leur garantir, il faut montrer patte blanche pour que la relation de confiance puisse s'instaurer à nouveau. Jean Hedgen, je me tourne vers vous. On va conclure ce premier mini-débat. L'économie informelle, pour vous, ça peut être une solution pour ces territoires? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de sortir de la logique de l'économie sociale classique avec des associations qui avaient des buts toujours très, très louables, mais qui allaient demander, présenter un dossier de subvention chaque année à la municipalité, qui acceptait plus ou moins, qui reconduisait, que reconduisait pas. Je crois que ce système-là, il est en train... il n'est pas mort parce qu'il y aura toujours des associations qui auront besoin de cela, mais il est en train de riper vers un autre modèle, je ne sais pas si vous êtes d'accord, où les villes vont s'impliquer soit en apports en locaux, soit en apports en ingénierie, enfin les villes ou les offices HLM, soit en intermédiant différentes activités complémentaires, en faisant en sorte qu'elles se nourrissent elles-mêmes et qu'elles changent d'échelle et de braquet. Et donc on est vraiment sur ce passage de l'économie sociale à autre chose. Un signal parmi d'autres, c'est que la ville de Paris vient d'ouvrir un lieu qui est lié à l'économie solidaire et innovante. Le mot social a disparu.
a disparu. Et ça, je pense que c'est pas totalement par hasard. On garde la solidarité, mais on ne veut plus être dans des systèmes de subventions systématiques reconduites. Voilà. Des mots ont et comme il y a quand même une certaine pression fiscale sur les collectivités locales, on peut imaginer que ce mouvement-là, il est lancé, c'est-à-dire qu'il va se poursuivre. Et il va s'amplifier. Fin de cette première partie. Merci beaucoup, messieurs. Jean et James, vous restez avec moi. On va passer à notre... bougez pas. On va passer à notre deuxième partie où on va se demander comment faire en sorte que les espaces publics contribuent à la cohésion sociale. Et pour lancer nos débats et pour permettre à nos intervenants de descendre discrètement, je vous propose de regarder ce film qui a été fait au Mureau dans les Yvelines, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et d'abord à Mâcon en Saône-et-Loire. Et au milieu coule une coulée verte. Ce chemin arboré relie Marbais aux autres quartiers de la Desserte et des Perrières. Il a fallu 7 à 8 ans de travaux pour donner naissance à ce parc promenade. Le constat qui a été fait il y a une dizaine d'années maintenant, c'est qu'on avait des sous-secteurs, le quartier était coupé entre les différentes rues et les gens avaient du mal à circuler d'un secteur à l'autre. Et donc l'idée c'était de créer un lien entre ces différents secteurs du quartier pour que les gens, notamment à pied ou à vélo, puissent circuler sur toute la longueur du quartier. Ils sont nombreux à venir s'y promener par beau temps pour profiter de la nature. Les habitants se rencontrent et rendent parfois visite aux jardiniers des jardins familiaux situés au pied des immeubles. On cherchait un lien, une solution pour faire descendre les adultes au pied des immeubles, puisqu'on avait surtout des enfants qui erraient au pied des immeubles et les adultes n'étaient pas présents. Et là, c'était une idée pour créer du lien social et faire venir les adultes en pied d'immeuble. Et l'idée qui a été trouvée, c'était de mettre des jardins familiaux. L'objectif était vraiment de désenclaver ces quartiers, avec donc une recomposition foncière, sachant que la ville, elle, a repris dans cette recomposition foncière 25 hectares d'espace public. C'est-à-dire qu'un espace public, ce n'est pas seulement un aménagement urbain, c'est aussi toute la vie qui va s'organiser autour avec les espaces sportifs, les espaces de jeu, les espaces de pique-nique, et voilà, et comment on coordonne des compétences du type animation, culturelle, sportive, sociale autour de ce lieu-là. Et donc tous ces usages, c'est des usages qui ont été définis avec les habitants dans des phases d'ateliers de travail, de concertation. Ils ne vont pas nous faire une piscine olympique, mais dans les grandes lignes de ce que voulaient les Murriotins, oui, ça a été respecté. Il permet d'avoir pour chaque résidence du secteur un accès directement sur ce parc. Donc c'est vraiment un espace qui devient incontournable. Notre spécialité, c'est l'espace public. Et quand on est arrivé ici, au-delà du fait qu'on a pu voir que ça manquait d'une vie associative, on a senti des espaces assez déshérités. Nous, c'est ce qu'on a souhaité faire assez rapidement, c'est-à-dire intervenir sur le terrain pour transformer pas à pas, sous forme de chantier ouvert, chantier d'aménagement temporaire, où on est dans la construction avec les habitants. La démarche d'approche nous permet d'enrichir aussi le diagnostic et maintenant l'écriture du projet urbain. Et puis d'autre part, nous, en tant que collectivité ou bailleur, ça a permis une meilleure connaissance pour nous du terrain. C'est-à-dire que le dernier chantier, qui est l'abri sur le parvis de l'école, c'est vraiment une idée qui a émergé au fur et à mesure des rencontres. Et donc le fait que les habitants voient qu'on prenne en compte leur avis, que leur idée trouve une concrétisation, c'est super important et ça permet d'affirmer que oui, l'espace public peut être occupé par tous. Oui, vous avez le droit d'y être et la preuve, c'est qu'on accompagne cette occupation.
voilà pour ces 3 initiatives. Alors j'ai dit une énormité à l'instant, et heureusement Saïd Amouche est venu me dire, mais enfin, attendez, les Mureaux, c'est pas en Seine-Saint-Denis. Évidemment, c'est dans les Yvelines. Alors quand on est journaliste, on a une formule, vous aurez rectifié de vous-même, les Mureaux, c'est dans les Yvelines. Et heureusement, parce que le maire des Mureaux est présent à cette tribune. Bonjour François Garet, vice-président, maire des Mureaux, donc, et vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui comprend quand même 400 000 habitants entre Chanteloup, les Mureaux et Mantes-la-Jolie. À côté de vous, Kelly Hung, bonjour à vous. Vous êtes architecte urbaniste, cofondatrice de l'atelier d'urbanisme Approche. Merci d'apporter également une petite touche féminine sur ces tables rondes qui sentent sinon un petit peu le vestiaire de rugby, mais voilà, c'est comme ça. Frédéric Echard, bonjour à vous, directeur général de l'OMH, l'Office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy. On va commencer avec vous, François Garet. On a vu ce que vous faisiez aux Mureaux. Il faut que vous nous racontiez un petit peu. Ah, ne tapez pas sur la tête du micro. Ça a été quoi votre démarche? Écoutez, tout d'abord, les Mureaux n'est pas en Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas pour ça que nous n'aimons pas nos amis de la Seine-Saint-Denis. Et vous savez, les Mureaux, c'est la ville de Frédéric Dard et du commissaire San Antonio. Alors, c'est pas neutre non plus, hein, en tant que tel. Non, si vous voulez, aux Mureaux, c'est une ville entière. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'est vraiment supprimer des logiciels, la notion de cité, la notion de quartier. C'est toute une ville qui doit vivre éventuellement, je dirais, une rénovation urbaine globale. Et c'est pour cela qu'on a travaillé sur des équipements publics ouverts pour tous, mais travailler aussi avec tous. Et quand je dis tous, c'est aussi bien ceux qui faisaient partie de la rénovation urbaine que ceux qui n'étaient pas dans la rénovation urbaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il faut arrêter de penser que uniquement la rénovation urbaine concerne que les habitants de la rénovation urbaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement changer. De la même façon, aujourd'hui, il n'y a plus de bailleurs sociaux, il y a des propriétaires, et dedans, il y a des locataires, mais ce ne sont plus des bailleurs sociaux. Donc c'est vraiment une mutation culturelle qu'on souhaite, et on a travaillé aussi par rapport à justement, en séparant ce qui était l'espace public de l'espace privé, et volontairement aussi, on a voulu aussi que l'ensemble des espaces publics soient partagés par tous et ouverts 7 jours sur 7. Et ça fonctionne ? Bah écoutez, ça fonctionne parce que je pense que c'est aussi toute une démarche qu'on a attaquée dès les écoles. Où il y a Parce que dire, il n'y a plus de cité, il n'y a plus de quartier, on fait tous partie de la même famille, allez, on est tous des bisounours, enfin, piqué, hein. Non, on n'est pas tous des potes, il faut arrêter, quoi. C'est évident. Mais à contrario, je pense qu'aujourd'hui, quand on habite une ville, on doit être fier de sa ville. Et pour être fier de sa ville, il faut casser justement la notion de dire il y a un équipement de quartier. Non, ce n'est pas un équipement de quartier. Éventuellement, on a fait un pôle Molière qui est multi-activité. Tantôt, il est sacralisé pendant le temps de l'école, tantôt, il est en dehors du temps de l'école. Aujourd'hui, quand même, quand vous prenez l'école, quand c'est 840 heures par an, 140 jours par an, il y a 215 jours où il n'y a rien du tout dedans. C'est pour cela qu'on a ouvert l'ensemble des écoles primaires, l'ensemble notamment des cours de maternelle, mais pour l'ensemble de la ville. Ce n'est pas uniquement une seule ville, un seul endroit. Et donc, si vous voulez, c'est toute une démarche avec des jardins familiaux dans lesquels il y a l'ensemble des jardins familiaux. Il y a plus de 200 jardins familiaux, dont 40 qui étaient dans la rénovation urbaine. Ces 200 jardins familiaux sont regroupés dans une association des jardins familiaux avec éventuellement des jardiniers à disposition pour travailler dessus. Mais ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, les habitants d'un quartier viennent dans l'autre quartier ou vont dans un autre jardin familial. De la même façon, on a fait réapparaître l'eau. On avait un rue qui allait dans la Seine. On avait tout enfermé. Maintenant, le rue, on le voit. Et donc, traverse l'ensemble des quartiers de la ville. De la même façon, on est en train de travailler sur des sujets dans lesquels on veut travailler sur des conseils de résidence. On nous a demandé de résidentialiser, par exemple, les immeubles. Il est évident, et là je le dis, aux propriétaires qui s'appellent les bailleurs sociaux, il y en a quelques-uns, profitez-en. Ayez un peu de courage. Et le courage, c'est de dire demain, il y a un parcours de vie. Tantôt, je peux être locataire, soit d'un bailleur social, soit éventuellement d'une copropriété, soit d'un particulier. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, je suis occupant. Et il y a une règle du jeu quand je suis occupant, c'est de respecter le logement, c'est de respecter la résidence, et je dois travailler sur les charges. Demain, si je deviens copropriétaire, j'ai des charges aussi. Ça veut dire que ces notions d'espace résidentiel, ces notions d'espace public, ces notions de dialogue entre les collectivités, les propriétaires, avec les habitants, c'est quelque chose qui se mène globalement, et non seulement, uniquement, on nous a enfermés dans les 50-60 sur une gestion du logement social uniquement avec des systèmes d'amicales, etc. C'est du passé. François Garet, je vais être trivial. Je vais parler d'argent.
Parce qu'on voit, on a vu un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres choses, tous ces aménagements que vous avez faits, ça coûte cher. Est-ce que vous avez un retour sur investissement? Alors quand vous dites ça coûte cher, ça c'est un raisonnement de financier. En plus, soit dit en passant, c'est une question de journée, ça ne veut rien dire, ça coûte cher par rapport à quoi? Et d'autant plus que pendant 30 ans, j'ai travaillé dans un corporate financier. La question est de savoir aujourd'hui, c'est comment on investit et comment on amortit cet investissement. Et comment aussi on le rend en fonctionnement durable dans le temps. Ça, c'est la vraie question, parce que ce n'est pas le tout de faire un investissement éventuellement, et après, on ne s'occupe plus du fonctionnement. Et ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. Dans tous les projets que nous avons, souvent, il est plus facile d'avoir de l'argent pour de l'investissement que d'avoir de l'argent pour le fonctionnement. Et donc, toute la question aujourd'hui qui est posée par rapport à cela, moi, c'était un projet de 408 millions d'euros. Bon, 408 millions d'euros, 3e projet français. Mais je me rappelle dans les discussions que nous avons eues, c'est que c'était très difficile de discuter du fonctionnement. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, si ce ne sont pas les habitants qui prennent en charge éventuellement du fonctionnement, sur les règles, la propreté, sur les déchets, sur la notion d'entretien collectif, c'est évident que ça coûtera cher et dans 10 ans, on reviendra au point de départ zéro. Si dans 10 ans, on revient au point de départ tel qu'il était il y a 20 ans, on a tout foiré. A contrario, je pense qu'aujourd'hui, c'est une démarche depuis l'école. Donc on a un conseil municipal des enfants, on a un conseil des jeunes, on a des structures associatives dans les jardins familiaux, on a des structures associatives dans les milieux sportifs, on fait des bourses emploi. Aujourd'hui, tout jeune qui fait des études supérieures a ses études payées complètement, mais tous ceux qui veulent être apprentis ont leur tous à outils payés. On a 300 adultes relais, on a 30 apprentis au niveau de la ville, on a développé 500 apprentis. C'est tout cela qui fait le tissu social. Et donc, à un moment donné, faisons attention de ne pas vouloir réduire tout un ensemble, notamment sur le social, parce que la société n'est pas une entreprise. Elle peut être à un moment donné concurrentielle. Dans le social, on n'est pas concurrentiel entre nous. Et un bon investissement, c'est 10 ans plus tard qu'on s'en rend compte, et on a besoin donc de l'intégration des habitants dans les quartiers, et ce qui me permet de passer la parole à Kelly Young, parce que vous militez justement pour l'intégration des habitants dans la conception et la réalisation et le suivi des projets urbanistiques. Comment ça se passe? Racontez-nous. Pour commencer, je vais expliquer un petit peu de là où on vient. Ça donnerait un peu une idée. D'où venez-vous? D'où venez-nous? Je viens entre autres d'une autre structure, le collectif ETC, et c'est intéressant parce qu'on est passé entre autres à côté d'Horizome, à Haute-Pierre, par rapport à la table ronde d'avant, sur la question de chantiers ouverts au public. On en a mené un peu partout en France. Et c'est intéressant parce que l'atelier Approche s'est constitué sur cette question-là. Le chantier ouvert au public, qu'est-ce que c'est? Comme vous avez pu le voir dans la vidéo tout à l'heure, l'idée de chantier ouvert au public, donc on ouvre les barrières du chantier, on organise finalement durant un temps qui peut être assez court, 1 semaine, 2 semaines, des ateliers dans l'espace public de bricolage, de graphisme, de sérigraphie, de menuiserie. Et on construit en effet des mobiliers urbains et on aménage des espaces publics de proximité. Ce qui est intéressant, au-delà du fait que à très court terme, on répond à des besoins et on améliore finalement très concrètement en mettant la main à la pâte un espace ouvert à tous. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ça permet en fait finalement de catalyser, de fédérer autour de cet acte-là un ensemble de réseaux sociaux du quartier. On travaille donc avec les écoles, on travaille avec des clubs d'insertion pour les jeunes, et puis donc il y a aussi toute une programmation finalement événementielle lors du chantier où on organise vraiment des repas, des spectacles, des concerts. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant dans la question que vous avez posée, c'est le lien avec les projets urbanistiques. Parce que donc avec Approche, on s'est posé la question de comment ces temps forts, ces temps de rassemblement, pouvaient vraiment constituer un levier pour co-concevoir le projet urbain et pour donc accompagner la conception d'un projet de quartier à grande échelle. Voilà, donc l'idée avec Approche, ça a été entre autres à Aubervilliers, on travaille dans d'autres quartiers aussi. Ça a été donc de travailler sur l'idée d'étude-action. On est là vraiment, c'est important par rapport à ce que vous disiez aussi sur le fonctionnement, l'investissement, l'étude, l'action. Comment on peut hybrider en fait justement ces méthodes-là par rapport à votre protocole de préfiguration qui est souvent de l'étude, qui met du temps. Parfois les habitants attendent des dizaines d'années en fait avant que la première pierre soit posée. Donc la question qui nous a été posée, nous, avec Approche, c'était de comment ces chantiers ouverts, répétés dans le temps,
peut-être de manière saisonnière. Voilà, nous, ça fait 3 ans qu'on est dans le quartier. Comment on peut, ça peut permettre petit à petit de mobiliser les habitants et de leur faire comprendre l'idée qui peut être très difficile à comprendre de projets urbains. Alors, collaboration avec les habitants. Je vais revenir vers vous, Kelly Young, mais je voudrais également qu'on évoque la question de l'espace. On parle d'espace public, espace copartagé. Autrefois, il y avait l'espace privé d'un côté, et puis l'espace public de l'autre, et puis il n'y avait rien au milieu. Aujourd'hui, et c'est ce à quoi vous avez travaillé, Frédéric Richard, finalement, si j'ai bien compris, vous travaillez également sur cette idée d'espace semi-privé. Expliquez-nous. Alors, sur la métropole du Grand Nancy, on a travaillé sur le plateau de Haye. Et on a 3 communes qui intervenaient sur cet grand espace. C'est le quartier historique du Haut-du-Lièvre, ça parle beaucoup dans le monde HLM. Nous avons défini avec un schéma directeur, d'abord, la répartition. Nous sommes partis d'un état des lieux. Parce que des fois, l'état des lieux, il faut le refaire parce que tout le monde ne sait plus où est la... Poser la question, c'est déjà y répondre. Où est la domanialité? Donc d'abord un état des lieux, une cartographie, et après on a regardé comment on articulait les choses, et la métropole a voulu que ce schéma directeur soit piloté par un architecte paysagiste, et c'est Alexandre Chemetov qui est venu définir avec les élus, avec les habitants. On a déjà travaillé sur de la cartographie. Il a après mis des grandes cartes au sol, où les habitants, les acteurs pouvaient marcher dessus. Il a fait un plan géant et il a dit, voilà, il a retravaillé avec la mémoire des habitants en disant, de mémoire, qui est-ce qui intervenait là. Et puis après, monsieur le maire des Mureaux, je partage tout à fait ce qu'il a dit, à un moment donné, nous sommes des acteurs sur un même terrain, où on se regarde en chien de faïence et puis on dit, c'est pas moi, c'est l'autre, où on qualifie, où on recodifie nos rapports ensemble. Donc on a remis des domanialités, on a remis des procédés. Le but, c'est qu'aucun citoyen ne soit pris en otage en attendant de dire, imaginez sur un plateau comme le mien, le plateau de Haye, il y a le bailleur, il y a les villes, il y a la métropole, il y a le département qui a des propriétés. Donc si on attend à ce que Sans parler de la région. Sans parler de la région. Et si on attend que chacun dise c'est pas moi, c'est l'autre, on n'y arrive pas. Ouais. Donc on a codifié tout ça. Il a fallu faire des concessions, que certains disent par le dialogue, ben ça je m'en occupe. Maintenant, aujourd'hui, c'est simple. Nos équipes se connaissent. C'est le premier qui voit quelque chose, qui intervient, même si ce n'est pas forcément son domaine. Parce qu'on a mutualisé les rapports des acteurs de terrain. Et je peux vous dire que les habitants, ça, ils le voient concrètement. Ils se disent, enfin, ils travaillent tous ensemble dans le même sens. Alors, ça... Non mais allez-y, je ne veux pas vous... Ça paraît du bon sens. Il faut juste quand même le cartographier et le mettre en place. Voilà, donc la difficulté de faire travailler les acteurs ensemble. Jean Hedgens, quand même, sur cette idée de redéfinir l'espace public entre public, semi-public, privé, c'est intéressant quand même comme approche. Alors d'abord, il faut voir que l'idée que l'espace public est un élément fondamental du lien social, c'est une très très vieille idée, hein, puisque Aristote disait déjà qu'une ville sans agora est une ville sans avenir. Mais le problème, c'est sa mise en œuvre. Alors, si on se met à citer Aristote... Ah oui, non, mais c'est pour... donc, le problème, c'est sa mise en œuvre, et on part de très loin, parce qu'il faut bien voir que, notamment dans ce qu'on appelait les grands ensembles, l'espace vert, c'était souvent un gazon avec quelques arbustes qui demandaient le minimum d'entretien, et en fait, un espace... Et quand vous parlez de gazon... Oui, enfin, il y avait 2 tonnes par an, enfin, il y avait des normes comme ça, et je crois qu'aujourd'hui, les Norvégiens, dans les parcs à Oslo, ont fait cohabiter 90 usages différents dans un parc, allant du tir à l'arc au ski de fond, etc. Donc, il y a toute une réflexion sur l'enrichissement d'un espace public qui est pour l'instant engagé, mais depuis assez peu de temps, en fait, peut-être une quinzaine d'années, et qui est loin d'être abouti. Et tous les exemples qui ont été cités là participent de cet enrichissement. Ça peut être des potagers partagés, mais ça peut aussi être des systèmes sportifs, des usages climatiques aussi de l'habitat de l'espace. Par exemple, à Perpignan, des offices HLM ont réfléchi sur le fait de baisser les îlots de chaleur en plantant des arbres. Enfin, il y a énormément de réflexions sur l'usage de l'espace public. Et là, évidemment, avec une modification éventuellement des statuts juridiques, mais ce n'est qu'une des conséquences en fait d'une préoccupation qui est comment on donne de la valeur à cet espace.
Alors, il y a Kim Il-young là qui dodeline, qui fait des petites grimaces. Vous n'êtes pas d'accord? Exprimez-vous. Non, non, mais c'était juste par rapport à l'idée que dans les grands ensembles, vous disiez que c'était des gazons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas longtemps, mais c'est surtout qu'à la base, ça a été pensé plutôt comme un espace différencié piéton et public et qui était support à la base du jeu des enfants dans la ville. C'était des espaces qui, si il y avait eu assez voilà, d'argent pour les entretenir, voilà, c'est aussi de la paupérisation du logiciel qui a fait qu'aujourd'hui, les espaces qui étaient à l'origine publique et qui pouvaient être support de rencontres se sont peu à peu dégradés. Et c'est ce qui se passe dans notre quartier à Aubervilliers. À la base, il y avait des bancs, il y avait énormément de fleurs, il y avait plusieurs mobiliers urbains, il y avait des terrains de volets, enfin plein de choses qui peu à peu, pour des raisons autres, des raisons sociales, et bon, voilà, d'autres raisons économiques qui ont fait qu'aujourd'hui, l'espace public s'est peu à peu délité et plus que dégradé. C'est en effet, il n'y a plus que des gazons. Et le travail qu'on essaye de faire avec Approche, c'est vraiment justement ça. C'est au-delà, évidemment, qu'il est très modeste, très humble dans ses réalisations, mais ce qu'il y a derrière, c'est aussi redonner espoir à la fois aux gens qui entretiennent, parce qu'on travaille aussi avec les jardiniers, on essaye de valoriser leur travail, les cantonniers, mais aussi finalement les services techniques de la ville, de la communauté d'agglomération. Finalement le gardien qui appartient à l'OPHLM, c'est aussi de leur redonner espoir que finalement si on construit même des choses petites auxquelles ils pensent qu'elles vont vraiment brûler, c'est ce qu'on entend. La première année on n'a pas pu construire un abri, c'était impensable parce qu'un abri égale rencontre de jeunes, égale problème d'insécurité, regroupement, deal. Et au fur et à mesure, en montrant petit à petit qu'il a été possible de construire des mobiliers en bois sans qu'ils brûlent, de montrer qu'au fur et à mesure ils sont utilisés, ils peuvent être donc correctement gérés. On a pu construire un abri. Et au petit à petit, l'objectif, c'est d'aller plus loin et de montrer que c'est possible. Frédéric Richard, et puis... Je voulais vous dire que j'ai jamais eu à regretter à engager le dialogue avec les locataires. À dire à un moment donné, tout à l'heure, je vous entendais dire, alors le dialogue, mais est-ce que ça marche, ça va? Jamais, je le dis, je n'ai eu à regretter ce dialogue. Si un bailleur a peur du dialogue avec ses locataires, il faut franchement faire un autre métier. Voilà. Je ne dis pas que les complexités, elles ne sont pas là. Hein, quand j'ai dit ça, je n'ai pas trouvé les solutions à tout. Mais jamais je n'ai regretté d'engager le dialogue. Jamais je n'ai regretté de mettre, avec Alexandre Chemetov, la vision du programme, la définition du programme, à l'approbation et au dialogue avec les habitants. Mais c'est beaucoup d'énergie. Oui, mais la vie, c'est de l'énergie. Sinon, on est inerte, je veux dire. Enfin, moi, c'est grand ensemble. Je ne dis pas que je n'ai pas des problèmes tous les jours. Je voudrais pour rien au monde, et ce n'est pas de la démagogie, je ne voudrais pas qu'il soit chez un autre bailleur. Voilà. Parce que mais ils ont plein de bon sens, vous savez, les locataires. Il faut juste leur donner leur place et qu'ils reprennent cette confiance. Et il y a plein de talents dans les quartiers. François Garret. Eh bien, oui. Par rapport, moi je voudrais replacer un peu le cadre. J'entends locataire, j'entends tout un tas de choses. Premièrement, on est habitant d'une ville, on est habitant d'un territoire. Et on est occupant d'un logement et on habite éventuellement dans un quartier. Donc ça, c'est important quand même de bien redéfinir ce qu'est l'habitant dans une ville. La deuxième chose aussi, c'est la démarche. Là, en tant qu'élu et maire et vice-président à l'innovation, recherche et enseignement supérieur et apprentissage de demain, des titres un peu pompeux, c'est de voir aussi c'est comment on amène l'habitant à une réflexion par rapport à l'évolution de sa ville. C'est pour cela que nous avons, nous, placé volontairement sur l'ensemble de nos équipements publics, de l'ensemble de la rénovation urbaine, sur la certification haute qualité environnementale, dans lequel on a ouvert à peu près une 60aine de chantiers, dans lequel l'habitant, bien évidemment, l'occupant d'un logement, participait. Et ce n'est pas neutre. Ça veut dire qu'on amène progressivement à une démarche par rapport à la notion de la gestion de l'eau, de la gestion des parcelles, par exemple les parcs publics, par rapport aussi à l'intérieur de sa résidence. Parce que c'est pour cela qu'on a mis des compteurs individuels d'eau, des compteurs individuels d'électricité. Et je reviens à la notion de résidence. Quand on dit espace public, espace privé, à un moment donné, moi-même le premier, je n'y croyais pas du tout. On a mis des clôtures. Des clôtures. Donc on se disait les clôtures, ça va permettre... Parlez bien dans le micro. On a mis des clôtures. Évidemment, l'intérêt des clôtures, ça permet que dans les cages d'escalier, on ne fasse pas autre chose
que de monter dans l'escalier, hein, ou dans les caves. Mais par contre, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'il y avait cette notion, quand on ouvrait la porte pour passer dans la résidence, on rentrait chez soi. Et quand on rentrait dans la cage des saliers, on était de nouveau dans un lieu privatif. Et c'est là, quand on regarde, avant, il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait pas de séparation entre la résidence et l'espace public. Et donc cette démarche est importante. C'est pour ça qu'on ne peut plus concevoir, et cela je le dis aux propriétaires bailleurs, on ne peut plus concevoir un grand parc en disant j'ai 500 logements là. Non, j'ai peut-être 10 résidences de 50 logements. Et 10 résidences de 50 logements, ça veut dire que là, dans la résidence où j'habite, il faut que ceux qui y habitent, s'ils sont vertueux, puissent justement gérer leurs charges, et inversement, ceux qui ne sont pas vertueux, éventuellement, on ne partage pas toutes les charges ensemble. Et ça veut dire qu'aussi, au niveau de l'espace public, ça nous oblige, nous élus, à réfléchir de l'espace public avec ces conseils de résidents. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs associé des copropriétés, etc., privées en tant que telles. Parce que et c'est là que se pose aussi tout le problème du pavillonnaire. Dans le pavillonnaire, il n'y a pas cette notion d'organisation. On est chacun les uns à côté des autres, qui pose d'ailleurs à certains moments des problèmes dans certaines zones pavillonnaires dans lesquelles on demande de revoir comment c'est organisé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, à partir des certifications, à partir des espaces publics, à partir aussi de tout ce qui constitue l'espace public, comme les jardins familiaux, etc., qui sont co-gérés, on amène progressivement à une notion d'éthique et d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité, moi je ne parle pas de sécurité, je parle de règles, avec les 5 doigts. Prévention, répression, dissuasion, répression, sanction et après-sanction. Mais quand on est occupant d'un logement, on doit avoir une éthique, que l'on soit propriétaire ou locataire, que l'on soit usager, et c'est le deuxième terme, c'est usager des services publics, on doit avoir aussi bien une éthique dans les transports, une éthique par rapport, par exemple, au terrain de sport, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille par rapport à nos équipes de sport, par rapport au niveau culturel. Par exemple, volontairement, j'ai ouvert tous les équipements publics culturels 7 jours sur 7. Volontairement aussi, l'ensemble des cours maternelles sont ouverts en dehors du temps de l'école. Donc on ne peut plus fonctionner sur mono-activité, mono-raisonnement. Il faut être multi-raisonnement, multi-activité et surtout comprendre qu'un habitant, on l'amène vers une stratégie d'éthique et d'éducation. Voilà. Alors, il y aurait encore plein d'autres choses à dire. On n'a pas parlé de mobilité, je le regrette. Mais bon, étant donné qu'ils sont arrivés en retard, on a été obligé de commencer en retard. C'est de votre faute. Et puis, effectivement, il y a une autre table ronde derrière. Jean, il y a en tout cas plein de réactions sur ce que vous venez de dire. Vous regarderez tout ce qui a été dit parce que c'est passionnant. Et il y a une très bonne question qui m'apparaît, une question de conclusion. Si j'arrive encore là, parce que comme il y en a plein, elles arrivent. En gros, je vous la fais de mémoire, comment est-ce qu'on fait pour faire avec le temps court des locataires qui veulent des choses tout de suite et le temps long des aménageurs qui doivent penser à plus long terme? Je crois que monsieur a dit plein de choses, il faut aussi ajouter multiscalaire, parce que les espaces publics, on les a souvent pensés comme des vides entre les barres d'immeubles à une échelle unique. Et aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur l'articulation des échelles qui vont de la terrasse au cœur d'îlot, au parc urbain, aux circulations vertes aussi qui vont permettre d'aller d'un parc à l'autre. Et effectivement, c'est plus facile d'agir rapidement sur des petites échelles, sur des groupes collectifs, que sur un truc de 15 hectares qui, lui, demande à être planifié. Je crois que les deux vont de pair, sous la compréhension des échelles différentes qui va avec la résidentialisation, parce que résidentialiser, ça veut dire délimiter des espaces d'une échelle plus petite par rapport à la plus grande. Et voilà. Enfin, je ne sais pas s'il répondait à votre question. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Là, je mais vous en tout confirme. cas, mais en même temps, j'ai l'habitude. Hein. Sur le temps court et le temps long. Ah oui. Bon, là, Kelly qui me fait les yeux doux là, en me disant alors du coup on va lui passer le mot de la fin. Et c'est très bien qu'il y ait une femme aussi qui on donne le mot de la fin. Non mais en 2 mots juste parce que justement mais vous répondez à ma question. Mais on travaille là-dessus en fait. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais entre autres l'idée d'étude-action quand on parle du temps court et de temps long, c'est exactement ça, l'idée de micro-chantiers qui peuvent se répéter dans le temps de manière saisonnière, couplée en fait à une réflexion de grande échelle. Donc nous on appelle ça un plan guide.
des espaces publics à co-construire. Donc c'est-à-dire qu'on peut travailler de manière complémentaire avec les urbanistes pour imaginer à l'intérieur de ce plan qui se déroule sur des dizaines d'années, d'avoir des espaces sur lesquels chaque année les gens peuvent s'impliquer concrètement sur des bas d'immeubles ou sur des espaces délaissés. Donc c'est une réponse très concrète. François Garet, essaye de me faire les yeux doux, mais non. Vous savez à quoi on reconnaît une bonne table ronde, François Garet? C'est qu'on en sort un petit peu frustré. Parce qu'il faut qu'on passe... Je ne vais pas sortir frustré. Il n'y a qu'une chose que je voulais vous dire. Oui. On a les JO 2024 dans 7 ans. C'est comment nous ne serons pas les oubliés de ces JO et comment on va travailler tout un système participatif dans lequel ce sera les Jeux Olympiques pour tous. Bon, donc foutu pour foutu, Frédéric Richard, vous avez un mot de conclusion? Avec un micro? De temps, Madame l'a bien dit, c'est par des rythmes. Il y a un cadre qui est le temps long et à l'intérieur, on crée des rythmes du temps court et ça fonctionne. Bon. Merci à vous quatre, vous avez été extrêmement brillants. Bougez pas pour le moment. Oui, vous pouvez les applaudir avec un peu d'énergie puisque maintenant vous êtes a priori réveillés. Avant de passer à autre chose, je voudrais qu'on continue à s'aérer la tête en découvrant de nouvelles pratiques et on va juste de l'autre côté de la frontière espagnole, ou catalane, je ne sais pas comment il faut dire, comment on devra dire. Les choses bougent pas mal. On va à Barcelone, regardez ça. Una cuestión fundamental es cómo impulsamos en el gran reto que tiene Barcelona, que es la vivienda, donde hemos multiplicado por 4 el presupuesto de vivienda para conseguir un parque público más o menos digno, que no solo sea el propio ayuntamiento que construya desde su patronato, sino también impulsar proyectos de cohousing, proyectos cooperativos, donde los vecinos y vecinas puedan diseñar su estilo de vida, no solo su vivienda, sino el estilo de vida, que quiere decir qué es lo que genera esa comunidad, ¿no?, más allá del diseño arquitectónico. También lo hacemos a nivel de poner los niños y niñas también como actores, ¿no?, en el diseño del urbanismo, ¿no?, un poco como los urbanistas italianos que nos dicen que los niños son buen indicador de calidad, de crear comunidad. Pues bueno, haciendo participar a escuelas en el diseño de plazas, ¿no?, y cuando regeneramos espacio público. Sí, uno de los resultados de ese proceso de planificación estratégica que se hizo de manera muy participada, estuvimos prácticamente un año entero viéndonos con gente en los distritos, en los barrios, con asociaciones de vecinos, con vecinos individuales que no estaban representados en ningún colectivo, con profesionales, tanto del ayuntamiento como de fuera. Uno de los resultados fue la creación de la Mesa de la Vivienda Cooperativa, que es un ámbito en el que nos reunimos la administración, las asociaciones de vecinos, personas con interés en el movimiento cooperativo de vivienda, y también hemos tratado de involucrar a entidades financieras y actores profesionales. Estamos lanzando una línea de trabajo con fundaciones, otra línea de trabajo con cooperativas que no son de alquiler. Las cooperativas de Cohabitacha son cooperativas en régimen de cesión de uso, y estamos también estudiando la posibilidad de favorecer la creación de housing associations. Entonces lo que estamos haciendo es diversificar todos los métodos de producción y en la mayor medida posible, siempre que sea posible, que el sistema de trabajo sea desde abajo hacia arriba, con proyectos que tengan encaje en el barrio y que sean cogenerados, coproducidos, cofinanciados también y coadministrados por los propios vecinos que el día de mañana van a ser usuarios. Sí, porque uno de los retos de Barcelona es también introducir pluralidad a la economía. Es decir, hay mucho monocultivo turístico, monocultivo de servicios, e incluso poner un poco de freno, ¿no?, a un desarrollo que arrasa con el pequeño comercio o con la economía, ¿no?, que da cohesión a los barrios, como son los grandes centros comerciales, ¿no?, que dinamitan esa trama, ¿no?, más cohesionada. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en un proyecto de cohousing y cooperativo es que en el mismo espacio, es un espacio para urbanizar, con lo cual puede haber un proyecto cooperativo donde hay cooperativistas que diseñan también el estilo de vida, pero seguir acompañando también de un proyecto de impulso a la economía social y solidaria, ¿no?, con todo de espacios de coworking, pero también evidentemente de servicios vinculados a la economía social. Por lo tanto, será casi un nuevo barrio, ¿no?, muy vinculado a lo que es el cooperativismo. Pero de prácticas de estas de tener que controlar
¿no? Para que la dinámica de globalizadora y también de la libre competencia mal entendida, ¿no? Acaba arrasando mucho con la microeconomía, que es la que sobre todo tenemos que salvar, ¿no? Y rescatar en muchos de los barrios.